13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géros sur Europe 1, 13h17. Céline vient d'accueillir vos chroniqueurs du jour, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. C'est ma classe biberon du mercredi. Je dis ça pour nos auditeurs, vous êtes les plus jeunes. Mais vous ne faites pas votre âge, évidemment. À 13h17, on va commencer par cette ultra-violence et cette culture du couteau au lendemain de la mort de ce jeune de 16 ans devant un lycée parisien et 5 jours après le décès de la jeune Inès poignardée près de Limoges. Cette question: est-ce que les règlements de compte au couteau sont devenus monnaie courante chez les jeunes? En tout cas, de plus en plus de jeunes s'équipent pour faire face à cette violence devant leur établissement scolaire. Illustration avec ce reportage de Charles Lhuillier devant un lycée toulousain. Dans ce lycée de 600 élèves au cœur d'un quartier populaire, Cathy, 16 ans, ne vient jamais sans son attirail. J'ai pris un couteau de cuisine dans mon sac. J'ai aussi un scalpel, c'est pour se défendre. Dans les années précédentes, il s'est passé des choses devant le lycée, des règlements de compte. Ça me rassure de savoir que j'ai un truc pour me défendre. Un moyen de défense qui fait des émules auprès des autres élèves. Si Ombline n'est pas équipée pour l'instant, c'est uniquement parce qu'elle n'a pas besoin de rentrer chez elle le soir. Ma meilleure amie, elle a toujours un couteau sur elle parce que elle est pas rassurée avec tout ce qui se passe. Moi, j'en ai pas parce que je suis à l'internat. Si j'étais pas à l'internat, je pense que j'aurais moi aussi un couteau parce que ça sert. Un attrait pour le couteau ici, caché, voire tabou, car bien souvent dans le dos des parents. D'où le peu de signalements reçus par Christophe Amance pour le syndicat de police Unité. Des jeunes qui, selon lui, ne sont que dans le sillon d'une société devenue ultra-violente. À l'époque, il y avait des bombes lacrymogènes, mais seulement maintenant, la plupart des bagarres, en fait, c'est des couteaux. Parce qu'un couteau, encore, faut-il savoir s'en servir. Et c'est vrai que les jeunes, très peu, se défendent au couteau correctement, en fait. Un manque de dextérité évident, associé à un phénomène qui pourtant prend de l'ampleur et face auquel les établissements semblent totalement démunis. Toulouse, Charles Lhuillier, Europe 1. Voilà, et on l'entend dans ce reportage, je voyais vos regards interloqués, c'est vrai que c'est édifiant ce qu'on entend quand même. La peur, la vulnérabilité comme facteur clé, Nathan Dever, véritablement, de ce développement des armes blanches chez les plus jeunes. C'est en effet extrêmement inquiétant. Je pense qu'il y a deux types de personnes qui prennent des couteaux, et le reportage le montrait bien. À la fois des gens qui le prennent, qui en prennent sur eux de manière avec des intentions qui sont clairement agressives. Non, mais ce sont des collégiens, des lycéens, c'est pas des exactement. Voilà, qui l'amènent dans leur sac à l'école. Exactement, mais là c'est ça qui était frappant dans ce témoignage, c'était des jeunes filles qui disaient qu'elles prenaient un couteau pour se défendre en cas d'attaque. Et ça, je pense que ça montre une sorte de faillite globale de notre société et de l'État à régler la question de l'insécurité. Vous savez, il y avait cette expression de Dupond-Moretti sur le sentiment d'insécurité. C'est une expression absurde parce que le sentiment d'insécurité, ça s'appelle la peur. Et en effet, il y a des gens en France, de plus en plus nombreux, qui ont peur de se faire agresser, et notamment des jeunes femmes. Cette peur, elle correspond à une réalité. Non, mais avant, on avait des bombes anti-agression, on avait d'autres moyens de défense. Aujourd'hui, on est sur des armes blanches. Exactement, et c'est ça qui est terrible, qui montre bien comment cette peur, elle peut donner lieu aussi à des réactions qui sont pas rationnelles ou qui sont très problématiques. Mais je crois qu'il faudra à un moment s'emparer profondément de la question de l'insécurité, le faire sans idéologie, ça veut dire sans penser... de la façon dont les jeunes perçoivent finalement la sécurité aussi, la façon de se défendre, parce que c'est ça, c'est la perception qu'on a de l'insécurité. Exactement, et avec des phénomènes qui sont un peu différents les uns des autres, mais qui correspondent à des réalités qu'on peut appréhender, à la fois des rixes, des bandes de lycéens ou de jeunes qui peuvent se comporter de manière extrêmement violente et faire régner une sorte de loi du plus fort dans les établissements, mais surtout en dehors des établissements. La question évidemment du trafic de drogue, parce que très souvent, quand il y a des agressions au couteau ou des meurtres au couteau, très souvent c'est lié à quelqu'un qui a voulu vendre de la cocaïne en sortie de boîte de nuit ou dans une rue, etc. Donc ça doit être traité sans idéologie et sans penser que cette question est une question qui ontologiquement serait une question de droite. C'est une question neutre. Ensuite, les réponses peuvent être des réponses de droite ou des réponses de gauche. Jules Torres. Non, moi, ce qui me surprend beaucoup dans ce sujet, c'est que je connaissais la grande omerta qui régnait autour des attaques au couteau. On sait très bien que le couteau est aujourd'hui utilisé dans les agressions. 29% des homicides ont été commis à l'aide de couteaux, c'est les chiffres de la Direction nationale de la police judiciaire du mois de mai. L'Observatoire national de la délinquance nous disait que c'était 120 attaques au couteau par jour. On se souvient vous vous souvenez l'an dernier à Annecy, on se souvient de ce qui s'était passé dans la gare d'Arras avec Dominique Bernard, évidemment.
évidemment. À Crépol, c'est également des couteaux et les amis de Thomas, qui est malheureusement décédé lors de cette soirée, disaient justement que la bande rivale, la bande d'en face, était arrivée avec des couteaux et qu'ils n'avaient que leurs poings. Donc je connaissais évidemment ce sujet-là sur les personnes qui attaquent, mais aujourd'hui, les couteaux sont aussi pour ceux qui se défendent. Et c'est sans doute ça le vrai sujet, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes filles, moi j'ai souvent entendu des jeunes filles, notamment lorsque j'étais au collège ou au lycée, nous dire, bon, moi j'habitais en Vendée, donc c'est pas le département le plus criminogène, mais on avait souvent, vous savez, le gaz moutarde. Voilà, la bombe lacrymo, quoi. Voilà, la bombe lacrymo. Aujourd'hui, non. Les jeunes filles sont obligées de se balader dans la rue et de mettre dans leur sac des couteaux. C'est évidemment très dangereux, mais ça dit beaucoup sur l'état d'ensauvagement de notre société, à l'heure où enfin, tous les homicides montent, la violence avec ou sans armes augmente. C'est une question que moi je ne savais pas, et je l'apprends grâce à vous, mais ça appelle en effet les autorités et les services de l'État à prendre la mesure aujourd'hui de la gravité de la situation. Et vous le disiez, effectivement, Nathan Devers, il y a à la fois effectivement le fait de se protéger, et il y a aussi le fait de se dire, voilà, on fait partie d'un gang, c'est un signe de virilité d'avoir un couteau. Il y a aussi ce côté, voilà, on s'équipe, voilà, et avant on avait d'autres armes, aujourd'hui on est sur de l'arme blanche, quoi. Oui, et puis une question très concrète, pragmatique, c'est que le couteau est l'arme simple, pas chère, qui ne demande pas d'autorisation de port d'armes. Oui. C'est une arme que tout le monde a chez soi. Et donc, si vous voulez, c'est l'arme la plus accessible. Je pense qu'on peut résumer les choses ainsi. Dans toutes les théories du contrat social, il est clairement posé que l'État, l'individu cède sa liberté naturelle pour avoir notamment la protection de l'État. Et que ce qui permet d'éviter d'être à l'état de nature où l'homme peut être un loup pour l'homme et où chacun est un danger pour chacun, eh bien, c'est précisément que l'État y garantit la sécurité. Lorsque l'État devient défaillant sur ces questions-là, ou que l'insécurité augmente dans une société, notamment liée au trafic de drogue, eh bien, il peut y avoir, et c'est extrêmement dangereux, cette tentation chez certains citoyens de se substituer à l'État pour devenir leur propre protecteur. Et ça, évidemment, c'est une sorte de spirale. C'est une sorte d'engrenage qu'on a vu, je compare pas l'incomparable, mais à des échelles bien plus graves dans certains pays d'Amérique du Sud, où les milices viennent à remplacer la police pour protéger les citoyens des gangs. Et après, c'est évidemment catastrophique. Donc, il est central de poser deux choses. Ne pas faire l'apologie du port d'armes chez les citoyens, quelle que soit la nature de ces armes. Et deuxièmement, à un niveau politique, estimer qu'il faut lutter contre l'insécurité de manière plus pragmatique. Et puis ce qui est intéressant, c'est le rajeunissement aussi de ces détenteurs de couteaux. Pourquoi il y a 20 ans, nos enfants, non, mais vos enfants ne portaient pas de couteau? Parce qu'évidemment, on est dans une déliquescence de la société, une société de plus en plus violente, où des jeunes filles de 12, 13, 14 ans sont obligées de s'armer. Et d'ailleurs, c'est pas que la question des couteaux, parce qu'on le voit également, par exemple, on voit qu'il y a une explosion des cours d'autodéfense, que ce soit sur des arts martiaux comme le Krav Maga, le Budako. On voit que ces dernières années, il y a une augmentation considérable du nombre de licenciés, et que la raison principale, le motif invoqué, c'est celui de l'autodéfense. Voilà. Alors vous parliez de la défaillance de l'État, elle est au cœur évidemment du débat politique aussi concernant la situation à Mayotte. En attendant l'aide venue de la métropole, la solidarité s'organise sur l'île. Je voulais vous faire écouter quelques instants le témoignage de Germain. Il habite à Mayotte depuis 4 ans. Il a vécu le passage du cyclone dans sa maison. Écoutez sa réaction quand il a pu ressortir une fois la tempête terminée. Moi, cette image, quand je suis sorti, je crois que c'est le silence, en fait, qui m'a pris, quoi. Je reconnaissais pas, en fait. J'ai pas reconnu où j'habitais. J'avais l'impression d'avoir été téléporté ailleurs, en fait. J'ai pas reconnu la cour, j'ai pas reconnu la maison de ma propriétaire qui habitait juste en dessous. Tout avait changé, en fait. Les arbres ont été rasés. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des bombes ou comme si ça avait été calciné, quoi. Je crois que j'étais pris d'émotion au fur et à mesure de la journée. C'est comme une guerre, en fait, je crois. Je pense qu'il y avait ce sentiment de on sait plus où on habite, on sait plus où on est un peu perdu. Voilà, Germain, ce matin, au micro d'Europe 1, Jules Torres, une réaction. Voilà, on a la sensation, ça y est, que les choses avancent, quoi. 120 tonnes de vivres et d'eau sont arrivées sur l'île. Emmanuel Macron arrive demain. Moi, vraiment, ce que je trouve beau, finalement, dans ce désastre, c'est la gravité
la solennité de ces sinistrés. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la polémique. Il y a les services de l'État qui se sont mis très rapidement, qui ont mis le pied de grue pour réagir rapidement. On sait que Sébastien Lecornu a envoyé un avion A430 avec du fret humanitaire. Bruno Retailleau s'est rendu sur place. Le président va y aller demain. Donc on voit très bien que le temps est à l'urgence de compter nos morts, de sauver des vies. Ensuite viendra le temps de la reconstruction. Mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la gravité que peuvent avoir les sinistrés, alors qu'ils mériteraient d'être beaucoup plus énervés. En quelques mots, Nathan Dever. C'est quand même incroyable de se dire qu'il a fallu attendre une catastrophe de cette nature pour que, je veux pas être trop optimiste, mais pour envisager que l'État puisse vraiment reconstruire Mayotte en répondant à tous les problèmes gravissimes qui existaient jusque-là. Vous savez, Hans Jonas, philosophe important, théoricien de l'écologie, avait montré que dans les démocraties modernes, avec l'accélération de l'information, avec la détérioration du débat, cette dictature du présent, malheureusement, il faisait presque l'éloge des catastrophes en disant il faut malheureusement attendre des catastrophes pour que les gens ouvrent des yeux. Et c'est évidemment très triste, et je pense que ça doit nous faire réfléchir sur le fait que depuis quelques années, on parle régulièrement de Mayotte. Et chaque fois qu'on en parle, c'est systématiquement pour ne rien changer à la situation, avec des politiques qui font bien souvent... Il y a eu Wambouchou 1, Wambouchou 2, effectivement. Exactement, avec pas grand-chose de neuf sous les étoiles. Essentiellement de la communication, il faut bien le dire comme ça. Allez, 13h28, on reste ensemble bien sûr dans quelques instants. On va revenir sur ce qui se passe à Matignon, à peine nommé déjà étrié. Les débuts compliqués, on peut le dire, de François Bayrou qui font débat. Mais est-ce vraiment important ? Est-ce qu'il va résister à la pression ? Comment va-t-il former son gouvernement ? Eh bien, on va en débattre avec vous, Jules Torres et Nathan Dever. À tout de suite. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe.